Le diagnostic pour nous, c'était en 1988, je crois, et non, et on ne savait rien, on ne savait rien. Le diagnostic a été posé en avril 1985. 85, oui. Les enfants avaient 9 mois. On ne savait rien, ni nous-mêmes sur ce qui se faisait, ni même, je veux dire, les médecins, ils ne savaient rien non plus. Tout de suite, je suis allée à l'école de médecine en me disant que je trouverais peut-être une bibliothèque pour avoir une définition de la maladie. Nous avons essayé de rechercher une littérature aux États-Unis, en Europe. Je n'ai rien trouvé. C'était un nom inconnu, il n'y avait pas beaucoup d'explications, pas beaucoup de réponses. Et quand moi j'ai demandé un rendez-vous, je lui ai demandé un rendez-vous en septembre, et sa tête me dit « mais vous n'avez pas compris, ils ne seront plus là en septembre ». J'ai dit ben, « c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra ». On nous avait dit que c'est une maladie rare. Rare, ça voulait dire qu'on n'était pas unique. On n'était pas un cas unique dans notre région, ni en France, ni ailleurs. Et si on n'est pas unique, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il fallait réunir le maximum de gens, le maximum d'enfants, pour pouvoir envisager, j'allais dire une suite, pour pouvoir envisager la suite. La suite, c'était la recherche, c'était donc de prendre contact avec des chercheurs, de prendre contact avec des équipes qui allaient s'occuper de cette maladie. Je crois que nos gamins, quels qu'ils soient, nous ont donné le culot, la hardiesse aussi, d'aller taper une porte, frapper à la porte et dire « bon voilà, nous on a des gosses atteints d'un métro spinal, est-ce que vous pouvez travailler sur notre pathologie ?» Et il leur fallait un matériel qui était des prélèvements sanguins. Et il a fallu organiser, donc à Dourdan, nous nous sommes réunis, nous avons réuni toutes les familles pour offrir tous les prélèvements sanguins des familles et des enfants pour qu'ils puissent commencer. Et les généticiens travaillent en fait par comparaison. Lorsqu'on est au sein d'une même famille, il y a une grande homogénéité du génome. Il est intéressant de rechercher les différences qui peuvent exister entre un enfant malade et son frère ou sa sœur qui ne sont pas atteints pour voir quelle est la différence, génétiquement parlant, qui pourrait expliquer que l'un est malade et l'autre ne l'est pas. Il y a eu cette idée d'une espèce de partenariat entre les malades, les familles et les chercheurs et les médecins. Il fallait absolument ne pas laisser, entre guillemets, la recherche aux scientifiques, uniquement aux scientifiques. Il fallait absolument que l'on soit partenaire aussi du travail qui était fait. Et ça a été le début de rencontres régulières avec les équipes de recherche. Il y avait ce laboratoire à Necker qui était dirigé à l'époque par M. Frézal, le professeur Frézal, et avec lui il y avait M. Munich, Dr Munich et Dr Melki. J'étais un jeune médecin, j'étais interne en médecine. Et donc je voyais régulièrement des patients, en particulier en neuropédiatrie, dont certains étaient atteints d'amyotrophie spinale. Et ça m'a toujours énormément touchée de voir ces patients pour lesquels nous n'avions aucun traitement. Pour moi, c'était... il fallait s'engager comme médecin. Et en médecine, bon, il y a bien sûr différentes formes d'engagement. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire de la recherche, je me suis dit que c'était la voie qu'il fallait prendre. Pour pouvoir appréhender le rôle de cette protéine. Et elle a peut-être un rôle toxique. On a démarré ce projet visant à localiser le gène d'abord, et puis ensuite à l'identifier. Donc ça a été en fait 5 ans de recherche plein temps en génétique. Il fallait trouver parfois une lettre qui n'est pas la bonne dans un océan de lettres. Notre génome, c'est 3 milliards de lettres. Et il faut trouver l'endroit dans le génome
Où se trouve le problème? Aux États-Unis existait le Human Genome Project qui faisait travailler des laboratoires sur le territoire américain pour essayer de cartographier le génome humain, mais ça n'avançait pas très vite. Et l'idée de Généton, qui était complètement révolutionnaire à l'époque, c'était de non pas faire travailler des laboratoires différents, mais de faire travailler tout le monde dans un même lieu et de faire travailler des robots. Et donc, des robots ont été conçus pour ça, pour en quelque sorte découper l'ADN en petits morceaux, cartographier cet ADN et mettre à disposition ces cartes du génome à la communauté scientifique. Le gène de l'amyotrophie spinale infantile a été découvert par une équipe française avec les fonds du Téléthon et aussi appuyé sur les recherches que Généton avait permises, sur les cartes du génome. Et ça s'est fait progressivement. Progressivement, l'équipe a resserré sur le génome humain la zone qui était celle en cause dans la maladie. Et l'équipe de Judith Melki et Suzy Lefebvre ont publié leurs résultats en 1995. Le gène SMN est responsable de l'amyotrophie spinale. L'identification, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, enfin, on avait le coupable, enfin, il avait un nom, enfin, il avait un visage. C'était en même temps le résultat d'une première étape et aussi le départ vers d'autres recherches, d'autres chemins à ouvrir. Pour les essais thérapeutiques, on n'imaginait pas encore, hein, bien entendu, mais si vous voulez, dans notre esprit, il y avait quand même toujours cette idée de guérison, de médicaments. Enfin, bon, on ne savait pas trop sous quelle forme ça allait pouvoir se faire. En fait, en 95, quand on a identifié le gène, bien sûr, on s'est dit, voilà, c'est la porte ouverte à la possibilité de mieux comprendre la maladie, de développer des stratégies de recherche thérapeutique. Donc, moi, je suis optimiste de nature. Donc, je suis un petit peu comme vous. J'ai l'impression que de la découverte du gène, on pourra déduire une nouvelle pharmacologie. Alors, vous dire que ça sera une thérapie génique, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Qu'on va administrer des gènes sous forme de médicaments, sous forme de vecteurs, je sais quoi. Tout ne dépendait pas uniquement de l'identification du gène. Il fallait bien sûr le gène identifié, mais il fallait avoir aussi toutes ces vecteurs ou ces stratégies de recherche thérapeutique qui n'étaient pas encore au point non plus à cette époque-là. À partir du milieu des années 90, 95, 96, la mission de Généton a changé. Et c'était logique. Il ne s'agissait pas indéfiniment de contribuer à l'identification de gènes. Évidemment, cette recherche-là allait continuer. Mais la mission majeure de Généton allait être la thérapeutique, parce que c'est le but de l'association, c'est le but de ces familles. C'est pas juste de connaître le coupable, mais c'est de trouver un moyen de l'empêcher de nuire. Et donc, Généton a muté. C'est devenu un laboratoire dédié à la thérapie génique des maladies neuromusculaires et des maladies rares. Et dans ce nouveau Généton, de nouvelles équipes sont arrivées, des chercheurs dédiés justement à ces nouvelles technologies de biologie moléculaire et thérapie génique. Et parmi ces chercheurs, Martine Barkatz, qui avait fait sa thèse sur les maladies neuromusculaires et commençait à travailler sur les questions de thérapie génique. Pour transférer un gène thérapeutique dans l'organisme, on utilise des vecteurs viraux. Et ces vecteurs viraux, donc ils étaient en plein développement à Généton. Et j'ai essayé de les injecter par différentes voies, intraveineuses, intracérébrales, intramusculaires. J'ai un petit peu travaillé pendant 1 an, et puis j'ai fait une rencontre, effectivement, d'une petite jeune fille qui s'appelle Marie. Alors elle avait 10 ans quand je l'ai rencontrée, et elle venait de perdre la marche. Et là, j'ai appris qu'elle avait une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale. Et j'avoue, je connaissais très peu la maladie. Moi, je travaillais surtout sur la sclérose latérale amyotrophique. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas laisser des enfants évoluer comme ça. Il faut trouver une solution. Vraiment, j'avais le désir d'arriver à sauver ces enfants. La hargne de chercher, la hargne de tout faire pour essayer de trouver une solution. Tout. C'était en 2007, donc on a eu ces résultats assez extraordinaires, parce que c'était la première fois que quelqu'un arrivait à montrer un effet thérapeutique sur cette maladie. J'ai vraiment... je me suis dit, voilà, il y a de l'espoir pour cette maladie. Le premier pas est fait. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi
efficace. Mais bon, on avait sous les yeux des résultats qui étaient magiques. La suite logique, c'est d'aller chez l'homme, c'est de pouvoir traiter des enfants. Évidemment, ça ne se fait pas simplement sur la base de quelques résultats chez l'animal. Il faut aller beaucoup plus loin. On rentre dans un autre monde qui est celui de la préclinique et de la clinique, c'est-à-dire on va chercher à trouver les bonnes doses avec un produit qui est fabriqué aux normes pharmaceutiques. Donc il fallait aussi des outils pour ça. Malheureusement, comme c'est souvent le cas en France, on a de très bonnes idées, on est des défricheurs, mais quand il s'agit de les industrialiser, là c'est une autre paire de manches. Il faut des moyens financiers importants, et en l'occurrence, c'est des centaines de millions d'euros qui étaient nécessaires pour aller plus loin. Il faut des cliniciens capables de sauter le pas et d'administrer à des bébés des produits complètement nouveaux qui relèvent presque de la science-fiction. Il faut aussi des investisseurs pour y mettre les moyens, et à cette époque-là, on ne disposait pas de tels moyens. Parmi ces cliniciens aux États-Unis qui ont eu le courage d'aller pour la première fois injecter un vecteur dans le sang chez des bébés, il y avait Jerry Mendell à Columbus dans l'Ohio. Et Jerry Mendell est venu présenter ses premiers résultats au congrès de myologie 2016. Nous avons pris le gène responsable de la SMA et l'avons placé dans un virus que j'ai injecté en une seule fois dans les gènes de ces 15 enfants. C'est 15 bébés en fait. Et nous avons obtenu un taux élevé de rémission. Ce qu'on a vu, c'était hallucinant. C'est un congrès international de myologie organisé par la FM Téléthon, donc avec aussi des familles qui étaient présentes. Et les images qui ont été montrées, les résultats qui ont été montrés par Jerry Mendell ont créé une émotion énorme qui a parcouru toute la salle. Et on s'est dit, là, oui, on tient quelque chose. C'est peut-être en train de marcher. C'était inimaginable il y a 25 ans. Je trouve ça extraordinaire. C'est le plus grand, c'est le plus beau rêve qu'on peut avoir. C'est vraiment à quoi on rêvait lorsque nous étions avec les autres parents au démarrage. Arriver à dire à nos propres enfants que les traitements arrivent. Et le résultat de tout ça, c'est devenu un médicament qui a été autorisé par les agences européennes et américaines dès 2019. Et à ce jour, il y a plus de 1500 enfants qui ont été traités partout dans le monde, dont des enfants français, bien évidemment. Pour nous, la thérapie génique, ça nous semblait une évidence en fait. À l'hôpital, on est tous en blouse blanche avec les masques, la Charlotte et tout. On voit le goutte à goutte qui tombe, qui rentre dans ses veines, et puis la dernière goutte qui arrête de tomber, qui rentre dans son corps, et puis là on se dit ouais, c'est bon, là quoi. C'est un truc de fou quand même, de se dire il a un gène de synthèse en lui en fait, et on a du mal à imaginer que ce soit possible. Et surtout on se dit c'est une deuxième naissance quoi, on inverse le processus et on repart sur un développement en fait. Il y a 20 jours d'écart entre le diagnostic et la thérapie génique. Donc ça a été très vite. On savait que c'était l'avenir et on savait que ça allait la sauver, tout simplement. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir rencontrer une enfant traitée. C'était merveilleux, merveilleux de voir cette petite fille vivre, manger, parler et rire avec ses frères et sœurs. J'avais du mal à réaliser que c'était grâce à mes recherches. Ça n'arrive pas pratiquement jamais dans la vie d'un chercheur de trouver. Donc un chercheur, ça porte bien son nom, ça cherche. Et un jour, il y a un chercheur qui trouve en utilisant les travaux qui ont été réalisés précédemment, bien sûr. C'est allé relativement vite. Pas assez vite pour les malades, ça c'est sûr, mais pour la recherche, oui. Parce que se dire qu'on parle d'une maladie dont on ne connaît rien, on sait la diagnostiquer, c'est tout. Il fallait tout défricher, trouver le gène, imaginer un traitement et venir avec un traitement. Et finalement, 1995, découverte du gène, 2019, traitement. C'est quand même assez rapide.
c'était le but ultime, mais ça paraissait hors de portée. Et pour vous dire les choses sincèrement, on a dû repenser aussi nos organisations, notre fonctionnement. On fait pas les consultations, on fait pas les annonces diagnostiques, on suit pas les enfants de la même façon lorsque c'est pour accompagner et limiter l'impact de la maladie, ou quand c'est vraiment pour inverser le cours de la maladie. Et les premiers enfants qui vont mieux, c'est sûr que ça n'était jamais arrivé et je ne pensais jamais le voir. Non. Aujourd'hui, Yassat a 2 ans. C'est quand même une des plus grandes avancées de tous les temps, quoi, cette thérapie génique. Enfin, le principe de la thérapie génique, c'est quand même une des plus grandes avancées médicales de tous les temps. J'aimerais bien que Yassat marche un jour. Yassat a été injecté à 10 mois, donc la maladie a fait déjà des ravages et du coup, les zones touchées ne reviendront peut-être jamais. Il y a 3 traitements pour l'amyotrophie spinale qui sont arrivés en France à partir de 2017. Et au moment où ils ont été mis sur le marché, il y avait déjà des essais qui révélaient l'avantage du traitement le plus précoce possible et la meilleure fenêtre d'efficacité thérapeutique, c'était d'intervenir avant l'apparition des symptômes. Dans ma famille, il y a déjà des cas, il y a déjà eu 2 cas d'amyotrophie spinale. Quand j'ai été enceinte, on a fait les tests. Oui. Il s'est avéré que Ibrahim a été malade. Il a bénéficié de la thérapie génique à l'âge de 6 semaines. Aujourd'hui, il a 2 ans et demi et les effets sont là puisque il marche, il court, il saute. Il fallait un dépistage néonatal de cette maladie, c'est-à-dire dépister dès la naissance tous les bébés pour identifier ceux qui sont porteurs de la maladie, de façon à les traiter le plus tôt possible après la naissance, avant l'apparition de la maladie. L'idée, en tout cas, d'un programme français de dépistage, c'est l'AFM qui le porte depuis longtemps. Faire du dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale, aussi bizarre que ça paraisse, alors que c'est pour faire le bien, évidemment, c'est pour faire en sorte que les enfants aillent mieux, et bien aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'était interdit par la loi. Et donc d'utiliser la génétique, d'utiliser la biologie moléculaire, ce n'était pas autorisé pour l'instant, et il a fallu beaucoup de persuasion de la part de la FM Téléthon pour obtenir ce changement réglementaire, ce changement de la loi en France, qui ouvre la voie au dépistage néonatal. Il y a un sujet particulier qui entre dans ce thème de la génomique et de la génétique, qui n'est pas traité dans le projet de loi, et c'est ce que l'on va défendre aujourd'hui, c'est ce qui concerne le dépistage néonatal. On s'est très vite impliqué dans les états généraux de la bioéthique à partir de 2018, sans forcément parler directement de l'amyotrophie spinale. On parlait du dépistage génétique des maladies. Ça a été compliqué parce que, grosso modo, ni le monde politique, ni les institutions de santé ne voulaient aller dans cette direction. Pour finir, la solution qui nous est apparue, c'est de dire, il faut qu'on puisse prouver que ça marche. Et donc, on a décidé, l'AFM Téléthon a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un pilote, un préfigurateur de ce dépistage néonatal. Le programme d'EPISMA, c'est ça, c'est donc de tester cette idée en vie réelle, en grandeur réelle, dans 2 grandes régions, donc le Grand Est autour de Strasbourg et la Nouvelle-Aquitaine autour de Bordeaux, pour voir ce qui est faisable, combien ça coûte, est-ce que c'est acceptable par les familles, par les sages-femmes, par les maternités, par les médecins, quels sont éventuellement les blocages, les obstacles pour que ce dépistage soit généralisé à la France entière. Le programme a démarré en décembre 2022. Il a été prévu pour 2 ans. On a maintenant des résultats qui sont vraiment ce qu'on attendait. On a maintenant 80 000 enfants qui ont été screenés, comme on dit, donc dépistés, qui ont bénéficié de ce dépistage. Ce pilote-là, il a très bien fonctionné, et c'est en juillet 2024 que la Haute Autorité de Santé a rendu un avis favorable pour le dépistage de cette maladie, l'amyotrophie spinale, en France. À l'heure où nous parlons, il y a environ 70% des bébés européens qui sont dépistés à la naissance pour l'amyotrophie spinale et qui donc sont traités en conséquence et très précocement. Même l'Ukraine dépiste à la naissance les bébés SMA. Voilà, et la France, il a fallu tout ce temps-là. C'est scandaleux quelque part, quoi. C'est une perte de temps considérable liée à une lourdeur institutionnelle. On a perdu 6 à 7 ans
de dépistage néonatal de cette maladie, alors que les scientifiques, tout le monde savait que le dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale, dès l'instant où ces traitements du gène ont été disponibles, c'était une évidence. On pense tous les jours au diagnostic précoce, néonatal, si les médecins avaient été plus vite ou autre, mais avec Desi on fait beaucoup de choses, donc c'est tout, c'est comme ça, elle est née cette année-là, on a la chance, elle est née en 2019. Quand je vois des enfants qui peuvent encore mourir de cette maladie, non, ça me met en colère et je me dis qu'on pourrait les sauver tous, quoi. Donc oui, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Allez, tu prends comme ça? Mimi? Oui! Aujourd'hui, c'est assez dingue parce que voilà, une amyotrophie spinale de type 1, l'espérance de vie c'est 2 ans. Aujourd'hui, les filles, elles ont 2 ans. Elles marchent, elles courent partout. On n'a plus de poids sur les épaules, on n'a plus cette... on aura toujours cette hypervigilance de regarder comment est-ce qu'elle se développe, et ça, je pense qu'on l'aura vraiment toute notre vie maintenant. Mais voilà, on a un petit peu ce truc de ok, là c'est bon, on reprend notre vie normale sans tout le reste, sans médicaments, sans voilà, juste nous 4, c'est tout.